Bonjour. Alors aujourd'hui, on va introduire un nouveau chapitre qui porte sur les transitions radiatives et les lasers. Et je vais commencer par un rappel sur les phénomènes d'émission et d'absorption en théorie classique. Donc pour commencer, on va étudier le champ électromagnétique rayonné par un dipôle oscillant. Alors vous savez tous que les transitions atomiques correspondent à des rayonnements que les électrons envoient quand ils passent d'un niveau énergétique bien déterminé vers un autre niveau d'énergie différent. C'est ce qu'on a l'habitude d'appeler par les transitions atomiques. Ces électrons sont supposés être en mouvement d'oscillation par rapport aux positions d'équilibre. C'est-à-dire, sur le schéma que j'ai mis ici, si je considère en noir le noyau, eh bien, je vais supposer que chaque électron est lié au noyau par ce qu'on appelle une force de rappel. Cela engendre un mouvement d'oscillation et donc je vais dire que l'électron, il est élastiquement lié à l'atome. Alors, on va étudier en introduction le rayonnement des dipôles oscillants pour bien saisir l'origine des transitions radiatives. Donc, sur le dessin que j'ai mis, sur l'axe X, j'ai porté la coordonnée temps et vous voyez qu'au cours du temps, la distance qui sépare l'électron à son noyau change de manière sinusoïdale. Donc, c'est donné ici par la fonction x. Et si je calcule simplement le dipôle électrique associé à l'électron, donc qui est moins E fois x, vous voyez que c'est une courbe sinusoïdale opposée à x, et donc je vais lui associer ce qu'on appelle un dipôle qui est oscillant au cours du temps. Alors donc je vais appeler un dipôle électrique oscillant caractérisé par un moment dipolaire P, mais qui dépend sinusoïdalement au cours du temps. En représentation complexe, eh bien, je vais pouvoir écrire P de t égale P fois l'exponentielle I oméga t. Oméga sera donc la pulsation du mouvement d'oscillation de ce dipôle. Alors, un tel dipôle peut être vu comme l'ensemble de deux charges, plus Q et moins Q, séparés par une distance qui est variable et oscillante dans le temps. De manière générale, on peut dire que toute distribution de charges discrète ou continue dont la résultante est un dipôle, eh bien, c'est un dipôle qui est oscillant. Alors, je vous renvoie à au cours de l'électrostatique ou de l'électricité 3, dans lequel vous avez vu ce qu'on appelle un développement multipolaire de potentiel, qui vous montre qu'au premier ordre, eh bien, un potentiel peut être assimilé à une charge ponctuelle et à l'ordre 2, le potentiel peut être assimilé à celui d'un dipôle. Maintenant, voyons voir quel est le potentiel, quel est le champ électromagnétique, E et B, que rayonne ce dipôle oscillant. Donc pour ce faire, je vais me situer dans la situation suivante, à savoir un ensemble discret de charges Q distant de A. La variable dans le temps, c'est petit a, c'est la distance. Donc cet ensemble de charges finalement est animé d'un mouvement puisque la distance entre les charges change. Et de ce fait, je vais l'assimiler à une densité de courant. Puisque j'ai un ensemble de charges en mouvement, tout se passe comme si j'ai une densité de courant en volume, telle que le courant ici qu'elle engendre, l'intégrale de J des taux, égale somme de QV, donc ρ fois V finalement. Je remplace la vitesse qui n'est autre que la variation de A par rapport à T, et vous obtenez d de P sur dt. Donc d de P quand il dépend du temps par rapport au temps. Maintenant, l'expression générale du potentiel retardé vecteur, dans l'approximation R très grande devant A, je vais prendre P, un dipôle oscillant selon l'axe Z, distant de petit a, donc les dimensions de P sont très très petites, devant les dimensions, la distance M qui est de R, dans laquelle je vais calculer le champ E ou le champ B. D'accord? Et alors, je vais utiliser l'expression du potentiel retardé, à savoir que l'onde, quand elle part de O pour arriver au point M, eh bien, elle va mettre un temps t qui est égal à R moins C. Donc, voici l'expression du potentiel vecteur retardé, mu0j, l'intégrale de j d taux sur R. Et je vais supposer que R est tellement grand
que sur cette intégrale-là, eh bien J reste constant, ce qui vous permet de sortir R et j'intègre la variation de J des taux qui vous donne finalement dP sur dt, à la différence près que l'intégrale de J des taux, eh bien, je vais la calculer au temps T moins R sur C. Donc je vais venir remplacer la dérivée de P sur dt qui est moins I oméga, ça vous donne P, le voici, mais pris à l'instant T moins R sur C. Je vais introduire le vecteur d'onde K égale oméga sur C et j'obtiens de manière très simple l'expression du potentiel vecteur A, que voici, et vous voyez qu'il est dirigé selon la direction de P. Donc je vais devoir utiliser l'une des équations de Maxwell, à savoir B égale rotationnelle de A, pour trouver l'expression directe du champ magnétique. Je vais simplement noter que le champ a la forme d'une onde qui est sphérique en 1 sur R. De la même manière, on peut très bien utiliser les équations de Maxwell-Faraday, rotationnelle de E égale moins dB sur dt, pour déduire l'expression de E ici, et je noterai simplement que E est également sous la forme d'une onde qui est sphérique. Donc ce petit calcul, vous allez le trouver sur un document complémentaire que je vais vous mettre sur la plateforme pour ceux que ça intéresse. Je sais que c'est des calculs que vous avez vus dans l'électricité 3, donc je ne me suis pas tardée là-dessus. On va simplement noter le lien, la petite formule qui lie B et E, qui est de la manière suivante. Et comme je l'ai déjà précisé, que les ondes rayonnées par un dipôle oscillant, eh bien, elles sont de nature sphérique. Maintenant, je vais m'intéresser à la puissance rayonnée par ce dipôle oscillant. Donc, pour ce fait, je vais calculer le vecteur qui transporte l'énergie, qui est le vecteur de Poynting R, dont voici la définition. E vectoriel B vous donne forcément un vecteur qui est collinéaire à la direction de propagation. Vous venez remplacer B par l'expression en fonction de E que nous avons déjà trouvée. Et vous voyez, vous faites apparaître un E au carré, dont je donne ici l'expression. Maintenant, si vous cherchez la valeur moyenne de R, puisque c'est ce qui nous intéresse, l'énergie moyenne dissipée dans le temps et au cours de la distance, eh bien vous allez, tout ça c'est une constante, la valeur moyenne de cosinus au carré, ça fait 1/2, avec ici le 4 au carré qui est 16, ça vous donne 32, et puis vous retrouvez facilement cette chose-là qui est proportionnelle à 1 sur R au carré. Donc ça, c'est une chose qui est très importante à souligner. Alors, la puissance totale rayonnée dans une sphère de rayon petit r qui est centrée sur le dipôle est tout simplement l'intégrale sur la surface de la sphère de la valeur moyenne du vecteur de Poynting. Je viens dans cette expression remplacer ds par son expression coordonnée sphérique et vous notez tout de suite que le terme r carré disparaît. L'intégrale de θ est très simple à calculer et ça va vous donner une expression de la puissance qui est, vous voyez, indépendante du rayon R de la sphère que j'ai pris en question. Ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire tout simplement que cette puissance est constante sur toute la sphère centrée sur le dipôle. L'énergie totale propagée par l'onde se conserve. En d'autres termes, si je prends une première sphère ici de rayon R, eh bien l'énergie propagée sur cette sphère sera la même qu'une deuxième sphère de rayon plus grand et ainsi de suite. Finalement, les termes de décroissance en 1 sur R que nous avons remarqués dans les champs E et B et en 1 sur R carré que nous avons noté sur le vecteur de Poynting ne correspondent pas à une propagation de l'onde, mais simplement à son caractère qui est sphérique. Alors, dans un deuxième temps, je vais regarder que se passe-t-il à l'intérieur de la matière quand cette fois-ci, j'envoie une onde électromagnétique. Donc, je vais envoyer une onde électromagnétique qui a, elle, cette fois-ci, une forme sinusoïdale. Et je vais regarder que se passe-t-il à l'intérieur de la matière. Alors, pour ce fait, je vais me placer dans l'hypothèse d'un électron élastiquement lié, celle que j'ai émise plus haut, c'est-à-dire que l'électron est lié à son noyau par une force de rappel, tout simplement. C'est vraiment ce qu'on appelle un oscillateur qui est oscillant. Donc, sous l'action du champ E, l'électron lié peut vibrer sous l'action d'un champ d'une onde que l'on prend sous forme sinusoïdale.
L'électron est alors soumis à une force électrique, moins E fois E, à une force de frottement qui est proportionnelle à la vitesse, vous voyez, et à une force de rappel qui est proportionnelle à R. Ça, c'est la force de rappel qui engendre l'oscillation. Par la suite, pour distinguer entre la fréquence de l'onde incidente et la fréquence de l'oscillateur, je vais appeler cette dernière oméga 0. Maintenant, je vais écrire l'équation de F égale à m gamma. Voici gamma. Voici la force de frottement, la force de rappel et la force électrique. Et je vais me situer dans le cas simple, à savoir, je cherche des solutions qui ont la forme R égale à R0 exponentielle oméga t plus éventuellement une phase. Donc, vous remplacez les dérivées secondes et les dérivées premières dans l'expression de l'équation différentielle et il vient très facilement l'expression de la position de l'électron qui est collinéaire à E. Donc, vous voyez, de ce fait-là, je peux facilement calculer le dipôle P en multipliant par moins E, R. Donc, vous voyez que le moins disparaît, je vais avoir un E au carré. Et finalement, si je veux la polarisation, eh bien, il suffit que je multiplie par grand N, qui est le nombre d'atomes par unité ou le nombre d'électrons par unité de volume. Et j'obtiens facilement la polarisation dans ma matière. En notant que P est collinéaire avec E, avec qui ce qu'on appelle la susceptibilité électrique, eh bien, vous obtenez directement l'expression de la susceptibilité. Je vais remarquer que c'est une susceptibilité qui est complexe et que je peux mettre sous la forme Ki1 moins Ki2. Quand vous avez traité de l'optique physique, eh bien, on vous a dit que Ki2 est directement lié à la puissance dissipée dans la matière ou absorbée aussi. Donc, on peut facilement calculer par ce qu'on appelle les équations de dispersion, le coefficient d'absorption que l'on va trouver sous cette forme-là. Alors, une fois je trace ce coefficient d'absorption en fonction de oméga, oméga qui est la fréquence de l'onde envoyée, je vais remarquer que l'absorption est maximale quand oméga égale à oméga 0. Et il y a absorption, mais qu'elle présente un maximum pour la résonance, c'est-à-dire quand oméga égale à oméga 0, l'oscillation propre de l'oscillateur. Alors, pour finir cette première partie, je vais introduire un certain nombre d'outils dont j'aurai besoin plus loin, à savoir la densité d'énergie et le débit de photons. Donc, je vais considérer un faisceau lumineux de fréquence nue de puissance P qui traverse une section petit s. Alors, il est caractérisé donc par un débit de photons. Le débit, c'est tout simplement le nombre de photons qui va traverser la section S par unité de surface ou par unité de temps. La puissance transportée est alors le nombre de photons, c'est D fois S, et chaque photon porte une énergie h nu. Et l'énergie est évidemment par unité de temps. La densité d'énergie par unité de volume transporté est tout simplement SC fois U nu. Alors on multiplie par SC tout simplement pour un souci d'unité puisque U nu est une densité d'énergie par unité de temps et de volume. La comparaison de ces deux formules-là, la première qui donne la puissance et la deuxième, permet de calculer tout simplement le débit du photon dans une onde électromagnétique quelconque qui est égal à la densité d'énergie U nu fois lambda, la longueur d'onde de la dite onde, divisé par h. Maintenant, si je suppose que mon onde est absorbée selon la direction z, par exemple, eh bien, je peux écrire que la puissance selon z égale P selon 0 à l'origine, exponentielle moins kz. Ça, c'est tout simplement l'équation de Beer-Lambert que vous avez vue en optique. K étant le coefficient d'absorption. Alors, on peut mettre ce coefficient d'absorption sous forme de ce qu'on appelle section efficace d'absorption sigma. Le coefficient d'absorption peut généralement s'écrire en utilisant la probabilité de collision du photon avec les n atomes. Donc, appelé encore section efficace sigma. C'est-à-dire que je vais dire que le coefficient d'absorption, eh ben, c'est la probabilité d'absorption fois n. C'est-à-dire que tout simplement, à chaque fois que le photon passe par cette section efficace d'absorption, eh bien, je vais avoir une absorption. En général, une onde n'est pas monochromatique, mais elle possède une largeur, comme vous voyez sur ce dessin-là. Ici, c'est l'expression de la densité d'énergie en fonction de nu. Le spectre est globalement très large. Par contre,
Dans le coefficient d'absorption que nous avons vu tout à l'heure, ici je le trace en fonction de la fréquence au lieu de la pulsation, eh bien vous voyez que ce facteur il est maximal pour une fréquence de résonance nu0 et qu'il admet une largeur qui peut être soit due à l'effet Doppler, soit due à l'effet Stark ou d'autres effets que nous n'avons pas, dont nous n'avons pas parlé ici.